théoriquement, je n'ai pas entendu la petite madame dire que c'était enregistré. Est-ce qu'il y en a qui l'ont entendu? On a un petit peu. Je vais m'asseoir pour m'assurer là, que c'est en. OK, c'est ça. L'enregistrement est commencé. Parfait. Alors, c'est ça. Donc, on enregistre toutes nos réunions. Hein, donc, un petit peu. Je vais le mettre comme ça. Pendant que je suis en train de parler, après ça, je le remettrai plus sur les autres. Donc, le congrès cette année est à Québec. S'inscrire pour les 3 journées, c'est 125 par personne. Et ça inclut la boîte à lunch du midi et le brunch du dimanche matin. Si vous voulez aller au banquet du samedi soir, eh bien, c'est 60 de plus. C'est sûr que ce n'est pas donné, mais étant donné qu'il est proche, c'est sûr que moi, je vais y aller. Il y en a plusieurs à date qui sont inscrits, puis il y en a qui veulent s'inscrire. Hein, ça ne sera pas long. OK. Est-ce que vous avez des questions concernant le congrès? OK. Au niveau, on est en train, vous savez, on s'est fait faire un nouveau logo. On a refait notre site web de fond en comble hein, au printemps. Et cet été, on a donné un contrat à la compagnie Zone Orange pour qu'eux le bonifient encore plus. Alors, cet été, dans les pointes, là, des gros mois, des grosses semaines de fréquentation, eh bien, notre site web était visité avec environ 1300 à 1400 visiteurs par mois, par 30 jours. Et ça a duré pas mal tout l'été, ça. Alors, c'est beaucoup plus que les années passées. Et juste pour vous dire, présentement, hein, la saison d'été, les vacances, c'est pas mal fini. Hein? On est à 300-400 par mois. Ça veut dire qu'on est à 12, 13, 1400. Ça veut dire que c'était très bon. Donc, je vous invite à aller le visiter. J'en avais parlé en mai dernier. On l'avait regardé un petit peu, mais il a été pas mal retapé par Zone Orange. Les autres, ils ont mis une touche professionnelle. Nous autres, on avait mis une touche amateur. C'est ma touche que j'avais mis. Là, on a mis une touche pas mal meilleure. OK. Alors, suite à ça, on a pensé. Oui, M. Véron. Oui, une question préalable, excuse. Ton micro, là, il faudrait que tu le mettes pas vis-à-vis la bouche parce que ça fait beaucoup de bruit, là. Ça fait des puffs. Oui, ça fait des puffs. Et là, je l'ai éloigné un peu. Oui. Il faut mêler près de la joue plutôt, là. Mais là, ça fait encore des puffs? Ah, c'est beau, super, là, ouais. OK, ouais, c'est ça, je l'ai éloigné un Là, petit peu. c'est un vrai professionnel. C'est mieux. OK. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a décidé de se faire. Il y a plusieurs années, on s'était fait faire des tasses hein, pour le café avec notre logo du club. Et là, ce que j'ai pensé, c'est qu'on pourrait se faire des casquettes. Des casquettes avec le logo et ça serait inscrit Planétarium Saint-Félicien dessus. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Là. Fait que c'est ça. Fait que, on devrait en faire je ne sais pas combien. Éventuellement, on va vous solliciter pour savoir ceux qui aimeraient en avoir. Et on va en acheter un petit peu plus pour la boutique souvenir, là, parce que ça peut être intéressant. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me demandaient des casquettes, des gilets. Comment? Il va y avoir. Ouais. Pour l'instant, il y en aura une rouge. Comment? Comme Trump, ben oui. Mais si tu es Canadien, tu peux prendre pour la Partie libérale. On pourrait peut-être se faire commanditer par Justin Trudeau. OK. Ben écoutez, s'il y en a qui ont des idées pour les couleurs, ben c'est ça, vous me le direz, c'est quoi, là, quelle couleur que vous aimeriez avoir?
Ouais. Ben justement, là, ceux qui sont dans la salle, vous voyez notre oriflamme ici, qu'on vient juste d'avoir. Alors, pour ceux qui sont à la télévision, alors c'est ce qu'on va avoir maintenant affiché en avant du planétarium, principalement l'été. On ne mettra pas ça en plein hiver, là. Ça, c'est pour remplacer la calotte, ça. OK. Comment? Quel prix tu serais prêt à payer pour une calotte? Probablement que ce serait 19,95 aux alentours. C'est ça. Puis on ferait quelques pièces dessus. OK. OK. Avez-vous des questions? Attendez un petit peu, je vais me relever la face un peu. Oui. Ah, Jean-Marc. Alors, finalement, on a rempli toutes les chaises ici. Je sais que c'est parce qu'il y en a plusieurs, hein. La chasse n'est pas commencée, mais il y en a qui avaient plusieurs bonnes raisons pour ne pas être là. Fait que c'est bon, là, des fois, bon, il y a des soirs que tout le monde est là, puis des soirs, ben, il y en a moins. OK. OK, peuple en délire. Je regarde juste ça. OK. Alors, ça, c'était pour les casquettes. Ensuite, eh bien, juste pour vous dire, ben, vous savez qu'on est en train de travailler très fort pour rajeunir la bâtisse. Alors, on est en recherche de financement. Alors, au niveau des gouvernements, ça va bien. OK? On n'a pas des ententes fermes, mais je veux dire, on voit l'intérêt du fédéral là, de participer et du provincial aussi. Là, ce qu'il faut trouver, c'est de l'argent au privé. Alors, on a fait plusieurs demandes pour Desjardins, au niveau de Rio Tinto, au niveau de Résolu. Euh, on a fait des demandes à des fondations. Alors, tout ça, c'est en cours, hein. Donc, éventuellement, on va avoir des nouvelles. J'espère que le projet, si on a déposé dernièrement le projet Développement économique Canada, c'est un projet qui montait à au-delà de 330 000. Et on nous dit que, bon, que les chances de l'avoir sont quand même intéressantes. C'est plus que 55 ans. On verra bien. Des questions? Alors, juste pour vous dire que demain, à Saint-Félicien, c'est la journée de la culture. Alors, c'est quelque chose que Jean-Marc a organisé. Alors, on est 4 qui vont aller s'amuser là-bas demain durant la journée. Alors, je sais qu'il y a Raymond, Jean-Marc, Marco puis moi. Alors, on va y aller deux par deux. Puis, ouais. Ah, es-tu là-dedans? Ah, OK, c'est bon. Parfait. OK. Donc, c'est ça. Fait que là, demain, s'il y en a qui passent par Saint-Félicien, qui ont des choses qui veulent venir voir un peu c'est quoi la culture à Saint-Félicien, ben, en tout cas, le Planétarium va faire partie du groupe. Ensuite, à date, on a commencé, vous savez, on a fait des représentations au niveau des écoles pour que le planétarium puisse aller les rencontrer. À date, j'ai 14 demandes qui sont en route. Il y en a quelques-unes qui sont déjà acceptées, il y en a d'autres qui sont en attente d'acceptation. Et ça va aussi loin qu'à Donnacona, à date. Alors, j'ai eu des demandes pour Donnacona, on a pour le Chicoutimi, Jonquière, on en a pour les alentours ici, on en a avec Mastoyache. Alors, on a plein de petits contrats avec le planétarium qui s'en viennent. Des questions? Ça va bien? OK. Alors, si on en vient à notre conférence de ce soir, alors notre conférencier, c'est Olivier Gilbert.
Olivier, il y a eu un cheminement un peu particulier, il pourra peut-être vous en parler, mais c'est suite à une visite ici, je pense que c'était en 2021, peut-être, Olivier, que tu étais Oui, venu avec ton père et que ils sont venus comme un peu par hasard. Tu sais, ils ont vu ça, hier, on va-tu là pour le fun? Et le fun s'est transformé en loisir intense. Et finalement, c'est rendu presque une profession, là. Donc, Olivier a eu la piqûre ici au planétarium. Puis ça, vous savez, c'est un peu ça l'objectif qu'on cherche ici, là. C'est bien beau, là, montrer des choses, mais c'est pas juste pour les montrer, c'est aussi pour essayer de faciliter, de motiver, d'amener les jeunes à découvrir des domaines de la science. La science, comme on disait à Rio Tinto cette semaine, hein, c'est pas juste une bâtisse, mais ça prend un bâtisse pour l'avoir, tu sais, la science. Alors, c'est ça. Donc, la science, il n'y en a pas tant que ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut essayer de la développer, il faut essayer de la favoriser. Et ben, c'est ça l'objectif, la mission qu'on s'est donné. OK. Donc, ce que je disais, c'est qu'Olivier, vous nous parlez d'un sujet assez particulier. Là, j'ai oublié de le réécrire sur mon bout de papier. Alors, je vais laisser tout simplement Olivier peut-être nous décrire un peu son cheminement et aussi de nous présenter. C'est un projet de recherche, hein, en passant. Olivier a fait, je ne sais pas si c'est cet été ou l'été passé. Alors, c'est quelque chose de très intéressant et ça semble être une grosse motivation pour lui. Alors, on est bien content, Olivier, que tu sois ici et je te laisse la parole. merci beaucoup de m'accueillir. Je vais partager mon écran. Je sais pas. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est beau. OK, bon, parfait. Bon, donc, ouais, je vais vous parler ce soir de mon sujet de recherche que j'ai fait cet été. C'est les éruptions quasi-périodiques, on abrévie à QPE, et les événements de rupture par effet de marée, TDE. Là, c'est normal que ça soit flou un peu, puis je vais préciser ce que c'est dans pas très longtemps. Donc, je vais me présenter sommairement. Donc, effectivement, je suis venu visiter par hasard le planétarium de Saint-Félicien dans l'été de 2021, que j'étais juste en voyage familial à Saint-Félicien. Et on a vu le planétarium sur le bord de la route, puis on s'est dit que ça serait intéressant. Puis l'astronomie, c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressé, mais vraiment d'y aller, puis ça avait été super le fun on était allé dehors, on avait regardé des étoiles, on avait vu des amas globulaires, on avait vu Saturne. C'était vraiment très intéressant. Puis ça m'a vraiment donné le goût de plus pousser puis d'orienter plus mes études vers ce domaine-là. Et on a tellement eu la piqûre de regarder des objets dans le ciel que on s'est acheté notre propre télescope pour continuer à le faire de chez nous. Donc, on a commencé juste à regarder des objets avec le télescope, mais on a vite commencé à avoir le goût de les prendre en photo. Donc, on a commencé à faire de l'astrophotographie amateur. Et à l'automne 2022, donc un an après ma visite au planétarium, c'est, euh, c'est en partie ce qui m'a poussé à commencer un bac en physique dans le but d'étudier l'astrophysique à l'Université Laval. Puis euh, cet été et l'été passé, donc les étés 2023 et 2024, j'ai eu la chance d'avoir des bourses pour aller faire de la recherche en astrophysique à l'université Bishops. Puis chacun de ces étés-là, j'ai fait de la recherche et ma recherche de cet été s'est transformée en article qui a été publié récemment. Et c'est un petit peu cette recherche-là que je vais vous présenter ce soir. Si vous avez des questions, juste me faire signe n'importe quand pendant la présentation. S'il y a des commentaires aussi, comme si je parle trop vite ou quelque chose du genre, là, je vais m'adapter. Donc,
Mon objectif de recherche de cet été, c'était de déterminer s'il y a un lien entre les galaxies hôtes d'un TDE et les galaxies où se produisent des QPE. Donc, je vais commencer par expliquer c'est quoi exactement un TDE. Donc, un événement de rupture par effet de marée, un TDE, c'est quand il y a une étoile au centre d'une galaxie qui s'approche trop du trou noir central, mais la force du trou noir, elle va être tellement forte qu'elle va déchirer l'étoile, elle va étirer l'étoile, on appelle ça de la spaghettification, puis ça va tellement être étiré, là on est en train de le voir à l'écran qui est en train de se faire étirer, que quand elle passe tout proche du trou noir, elle se fait complètement éclater et ça devient juste un disque d'accrétion, que c'est comme un gros nuage de gaz autour du trou noir qui tourne. Donc c'est vraiment super beau. Donc ça, c'est une animation parce qu'on n'a pas pu en prendre en photo aussi clairement, mais en gros, c'est ça qui se produit. C'est vraiment une étoile qui se fait démanteler euh, par le trou noir. Donc, ce à quoi j'essaie de comparer les TDE sont les QPE. Et ça, c'est des éruptions de rayons X qui se produisent de manière répétée et régulière. Donc, à chaque, mettons, 6 heures, on voit qu'il y a une émission de rayons X qui provient d'une galaxie, mais on ne sait pas exactement c'est quoi le phénomène. Comme ici, on sait que c'est vraiment une étoile qui se faisait déchirer, mais les QPE, on ne sait pas encore ce que c'est. Et c'était un peu ça le but de ma recherche, c'était de trouver, ben, c'est qu'est-ce qui cause ces éruptions de rayons X-là. Mais par contre, on sait que ça provient de près des trous noirs supermassifs qui sont situés au centre de chaque galaxie. Je me demandais, TDE, là, Oui, ces trois lettres-là, c'est quoi l'acronyme? C'est quoi que ça veut dire? en anglais, c'est Tidal Disruption Event. Donc la traduction, c'est l'événement de rupture par effet de marée. C'est c'est à cause du trou noir. C'est comme la Lune qui fait des marées sur la Terre, que ça soulève l'eau un petit peu. Mais si on avait un trou noir au lieu de la Lune, ben, ça serait assez fort pour juste déchirer la Terre en deux. C'est de là que ça vient. Hmm. Ouais, les QPE, c'est quoi? Les QPE, ça c'est Quasi-Periodic Eruptions, donc Ah, des OK. éruptions quasi-périodiques, Ben, mais on ne sait pas encore c'est quoi. C'est ça le but. Hmm. Donc, à date, ce qu'on sait des QPE, c'est tout récent. La première a été observée en 2019. Et ouais, donc c'est tout nouveau. On ne sait pas du tout encore c'est quoi. Mais il y en a plusieurs qui ont été découvertes. Et ici, on voit que sur le graphique, c'est comme des, des petites- des petits pics à chaque 9 heures qui observaient. Donc, on reçoit de la lumière à chaque 9 heures régulièrement, mais on ne sait pas c'est qu'est-ce qui cause cette lumière-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut durer comme ça pendant des mois, puis soudainement arrêter tout d'un coup, puis réapparaître plus tard. Donc, c'est vraiment intéressant de se demander qu'est-ce qui pourrait causer des éruptions qui apparaissent, qui disparaissent, puis qu'on ne sait pas trop quelle est la raison. Donc, ce que je me suis basé dessus, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà fait de la recherche et qui ont posé qu'il y a trois théories principales pour expliquer ce qu'est un TDE. Donc, la première théorie, c'est que autour de chaque trou noir supermassif au centre d'une galaxie, il y a un gros nuage de gaz qui se fait lentement manger par le trou noir. Donc, il y en a qui ont dit que, puis quand il se fait manger le nuage de gaz, ça émet beaucoup de lumière. Mais il y en a qui se sont dit, ben, c'est peut-être que le nuage, il se fait manger, mais pas continuellement, mais juste par vague. Donc, ça ferait comme une petite plus de lumière, dépendamment du temps,
un petit peu comme des marées qui se produisent à chaque 12 heures, mais là, ça serait de la lumière qui se produit dans le temps. Donc, la deuxième théorie, ça serait un peu comme les TDE, mais quand il y a une étoile qui passe près d'un trou noir, elle se fait partiellement déchirer et il y a juste un petit peu de lumière qui se fait avaler par le trou noir et c'est ce qui ferait les éruptions de rayons X qu'on voit. Donc, à chaque fois que l'étoile elle passe proche du trou noir, on recevrait de la lumière sous la forme de rayons X. Et finalement, le dernier modèle, c'est qu'il y a un gros nuage de gaz autour du trou noir dans le centre et qu'il y a une étoile ou un deuxième plus petit trou noir qui frappe dans le disque d'accrétion. Puis à chaque fois qu'il y a un choc de l'étoile ou du petit trou noir dans le nuage de gaz, mais là, ça créerait de la lumière. Donc, ça, ce sont les trois modèles principaux avant, qui étaient connus avant que je fasse ma recherche de cet été. Puis ce que je voulais faire, c'était essayer de trouver c'est lequel ou lesquels des trois étaient les plus probables. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les deux modèles de droite, donc, ils ont un lien avec les TDE, que j'ai l'étoile qui passe près d'un trou noir et qui se fait complètement déchirer, parce que lui du centre, c'est un peu le même principe, c'est juste qu'elle se fait pas toute déchirer d'un coup, c'est par petits coups qu'elle se fait déchirer. Puis celui de droite, c'est qu'une fois que l'étoile d'un TDE est complètement déchirée, il pourrait avoir une étoile qui frappe dans le nuage de gaz créé par la déchirure de la première étoile. Et ça ferait le phénomène recherché. Donc, pour savoir s'il y a un lien entre les QPE et les TDE, donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on pourrait étudier si leurs galaxies, on regarde les galaxies avec des télescopes, et on sait que les galaxies des TDE sont spéciales, ont des formes spéciales et qui sont facilement identifiables. Donc, je me suis dit, mais si on regarde les galaxies des QPE, est-ce qu'ils ont les mêmes propriétés? Est-ce que, ils ont les mêmes formes physiques, ils ont le même nombre d'étoiles, etc. Donc, si c'est le cas, ben, les modèles qui ont besoin un petit peu d'un TDE pour se produire, mais ils seraient favorisés par rapport au premier modèle des QPE. Donc, comment faire pour les comparer, les galaxies des QPE et des TDE? Donc, premièrement, il faut mesurer les propriétés morphologiques. Donc, ça veut juste dire que on regarde leur forme. Vraiment, est-ce que la galaxie est étendue? Est-ce que c'est une galaxie spirale? Est-ce que c'est une galaxie elliptique? Euh, c'est des choses comme ça que c'est vraiment en les regardant. Ensuite, pour mesurer ces propriétés-là, on ne fait pas juste les regarder à l'œil. On utilise des logiciels, on fait des programmes et on utilise des données qui proviennent des mêmes télescopes pour être sûr de comparer des pommes avec des pommes. Puis on va les étudier avec les mêmes logiciels pour être sûr que tout est fait de manière semblable. Puis après ça, on va comparer les résultats de... Parce qu'on ne veut pas comparer seulement une galaxie de QPE avec une galaxie de TDE pour être sûr que ça soit des vraies différences ou des vraies ressemblances. On compare 9 QPE avec une vingtaine de TDE. Donc, ça, ce sont les photos de toutes les QPE qui ont été découvertes à date depuis 2019. Donc, il y en a seulement 9. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est parce que c'est un événement qui est très rare et qu'on n'a pas pu en observer encore beaucoup. Parce que pour détecter des QPE, il faut utiliser des télescopes qui sont dans l'espace, parce que les rayons X, ils traversent pas l'atmosphère. Donc, on a besoin d'être dans l'espace pour les détecter en premier lieu.
Donc, ce sont des images qui proviennent d'un télescope qui a observé une grande partie du ciel. Donc, ça, c'est pas moi qui a pris ces images-là, mais qui sont disponibles gratuitement sur Internet, toutes ces données-là. Donc, on voit que la plupart des galaxies sont plus petites, qui sont quand même loin, mais on est capable de voir un petit peu des structures, surtout en bas à droite, qu'on est capable de distinguer un petit peu des bras spiraux. Mais puis aussi, dans la galaxie d'en bas à droite, la grosse ligne rouge, c'est pas quelque chose de réel, c'est juste un masque qui a été enlevé parce qu'il y avait une étoile trop brillante à côté, donc ils ont dû la cacher. Donc, la première chose que je fais pour mesurer une galaxie, c'est qu'il faut que j'essaie de la modéliser. Donc, on peut se concentrer sur le schéma qui est en bas. Donc, à gauche complètement, la première image, ça, c'est une image réelle qui vient d'un télescope, de la galaxie. Donc, c'est pas si beau que ça visuellement, mais c'est tout plein d'informations. Puis on voit que c'est plus brillant dans le centre de la galaxie et que ça devient de moins en moins brillant. Donc, moi, pour essayer de modéliser ça, j'utilise une formule que ça s'appelle une formule Cercic, que j'ai mis l'équation compliquée en haut à droite, mais ça, c'est pas super important. Mais ce qui est important, c'est que j'ajuste des paramètres de cette équation-là pour essayer de recréer la galaxie le plus fidèlement possible. Donc, une fois que j'ai recréé la galaxie du mieux que je pouvais, je peux utiliser les valeurs de mes paramètres pour déterminer c'est quoi la forme de la galaxie, si c'est une galaxie elliptique ou spirale, et à quel point elle est lumineuse, la galaxie, sa distance, il y a tout plein de choses comme ça. Et le, la troisième image à partir de la gauche sur mon graphique, c'est simplement la différence entre la réalité et mon modèle. Donc, si c'est blanc, ça veut dire que c'est quasiment tout parfait, mais plus il y a de la couleur, moins mon modèle est bon. Donc, ça, comme c'est en ce moment, c'est un bon modèle, mais on voit qu'il reste un petit peu quelque chose dans le centre. Puis ça, c'est parce que euh, mon modèle, il n'est pas parfait, mais je suis passé à un meilleur modèle pour essayer d'avoir des meilleures données. Et c'est parce que la plupart des galaxies, c'est pas juste brillant dans le centre et ça vient de moins en moins brillant uniformément. C'est souvent, il y a un disque, comme dans l'image que j'ai mis. Là, on la voit de côté, mais il y a un grand disque qui est plus étendu. Mais au centre, il y a un bulbe, il y a tout plein d'étoiles et il y en a souvent beaucoup plus dans le bulbe. Donc, ça fait que c'est vraiment plus brillant dans le centre. Et après ça, là, ça descend, la luminosité est de moins en moins. Donc, je refais le même principe que j'avais fait juste avant ici. Donc, je reprends exactement les mêmes données qu'on le voit à gauche, c'est la même image, mais cette fois-ci, le modèle, je fais qu'il y a un disque plus un bulbe pour essayer de reproduire la galaxie. Puis encore une fois, la troisième image à partir de la gauche, là, on voit que c'est beaucoup plus blanc que c'était auparavant, comparé à ici qu'on voyait du bleu et du rouge. Maintenant, c'est beaucoup plus blanc. Et ça me permet vu que je modélise la galaxie comme étant un bulbe plus un disque, je peux mesurer la luminosité du bulbe que j'ai modélisé et la luminosité de la galaxie totale. Donc, ça me permet de faire un ratio de à quel point la luminosité de la galaxie est concentrée en son centre ou si la luminosité est plus uniformément distribuée. Donc, ce- euh, je fais ça dans les. Je suis passé plus vite ici, mais les images des galaxies sont pas prises uniquement dans un filtre,
comme on peut faire d'habitude en astrophotographie. Ils sont pris dans 4 filtres pour avoir des images en couleur. Donc, ces 4 filtres-là sont c'est comme si on prenait une image dans le rouge, une image dans le vert, une image dans le bleu, puis une image dans le jaune à peu près. Donc, on peut recréer des images de couleurs à partir de ces images individuelles-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la luminosité de la galaxie, elle change selon la couleur qu'on la regarde dedans. Parce que si c'est comme un peu le même principe, si on se met des lunettes au cinéma 3D, ben des anciennes lunettes 3D qui avaient juste un filtre rouge et un filtre bleu pour regarder dehors, mais on va pas voir exactement les mêmes choses avec le rouge et avec le bleu. Ça dépend des objets qui sont là. Donc, je suis capable de, en ayant pris des images dans 4 filtres différents, de recréer le spectre complet de la galaxie. Et ça me permet d'estimer la masse totale de la galaxie. Donc, je suis comme j'essaie d'estimer le nombre total d'étoiles dans la galaxie et la masse de chacune de ces étoiles-là. Donc, je peux trouver une masse totale pour la galaxie, ce qui est super utile pour moi. Donc, les résultats que j'ai trouvés, ce sont que les QPE et les TDE sont vraiment similaires. Leurs galaxies hautes sont très similaires. Donc, c'est sûrement le même phénomène qui les produit. Donc, l'étoile qui se fait déchirer dans un TDE, mais ça pourrait être une étoile semblable qui se fait déchirer, mais pas au complet, qui se fait déchirer à répétition pour expliquer les QPE. Donc, ce qui est principalement, les choses principales que j'ai trouvées, c'est que les galaxies ils ont vraiment beaucoup plus d'étoiles que des galaxies normales et qui sont beaucoup plus concentrées dans le centre de la galaxie. Ça, c'est normal puisque s'il y a plus d'étoiles dans le centre de la galaxie, ben, il y a plus de chances que l'étoile elle passe près du trou noir central et qu'elle se fasse déchirer. Ensuite, c'était que ces galaxies-là sont vraiment différentes de galaxies typiques qui n'ont ni QPE ni TDE. Donc, j'ai aussi mesuré les propriétés de plein de galaxies normales et ils étaient complètement différentes. Donc, ça montre que les galaxies hautes des QPE sont vraiment intéressantes et différentes. Et finalement, j'ai trouvé aussi que les trous noirs supermassifs au centre des galaxies des QPE sont sous-massifs. Donc, ils ont moins de masse qu'un trou noir normal au centre d'une galaxie. Puis ça peut être expliqué parce que s'il était trop gros le trou noir, ben, l'étoile, elle ferait juste se faire avaler par le trou noir sans jamais se faire déchirer parce que le trou noir serait juste trop gros, puis la lumière créée par l'étoile qui se fait déchirer, elle nous parviendrait jamais. Elle se ferait juste aspirer instantanément. Donc, en conclusion, ce que j'ai trouvé, c'est que les QPE, ils se produisent dans des galaxies très similaires aux galaxies des TDE. Donc, j'ai répondu à ma question que oui, c'est vrai que les QPE et les TDE, c'est dans les mêmes galaxies. Et ça implique que euh, les galaxies, les deux ont des trous noirs qui sont sous-massifs. Donc, que parmi les modèles qui peuvent expliquer les QPE, donc il y a l'étoile qui passe près d'un trou noir et qui se fait arracher de la masse peu à peu, qui se fait aspirer par le trou noir, et que ça émet les rayons X, ou qu'il y a une étoile qui se fait déchirer complètement, et ensuite il y a une autre étoile ou un plus petit trou noir qui frappe dans le disque d'accrétion qui a été causé et c'est ça qui crée les rayons X. Donc, on est passé de 3 modèles principaux à 2 modèles maintenant. Donc, ma recherche, elle a contribué principalement à éliminer un des 3 modèles et de trouver que les QPE et les TDE, ils ont des petits trous noirs en comparaison de galaxies normales. Donc, ça, c'est intéressant pour le futur
parce que non seulement on est capable d'observer le ciel avec des télescopes, maintenant on est aussi capable d'observer avec des observatoires d'ondes gravitationnelles. Et dans le futur, on va pouvoir observer ces phénomènes-là avec des détecteurs d'ondes gravitationnelles qui vont être lancés dans l'espace dans moins qu'une dizaine d'années, dont LISA qui s'appelle. Et ça serait possible d'observer ces phénomènes-là parce que quand il y a une étoile qui passe près d'un trou noir, ça émet plein d'ondes gravitationnelles. Donc, avez-vous des questions? Je sais que c'était un sujet, c- c'était pas un sujet commun, là, mais si vous avez des questions, je vais être heureux d'y répondre. Moi, j'aurais une question. Oui. Je me souviens pas si au début, tu as dit où tu étudiais, à quel endroit tu faisais tes études. J'ai étudié présentement à l'Université Laval. Je termine mon bac en troisième année, mais toute cette recherche-là, elle a été faite à l'Université Bishops, près de Sherbrooke. Ah, OK. Ça veut C'était dire que en- tu as tous les instruments, tout ce qu'il faut pour faire la recherche à cet endroit-là. Oui, la plupart OK. des instruments, ils sont pas sur place non plus à l'Université Bishops. C'est souvent des instruments qui appartiennent, par exemple, à la NASA, puis qui ils prennent les données eux-mêmes, puis qui nous envoient les photos à nous. Donc, c'est plus rare en recherche qu'on prend nous-mêmes des mesures avec les télescopes. Puis le fait que c'est pas la même université, tu étudies à un endroit, tu fais tes recherches à l'autre, c'est de la collaboration entre les universités. Hein? C'est des stages d'été que j'ai faits. Ah, Donc, OK. mais oui, ça arrive qu'il y a de la collaboration entre deux universités, mais moi, c'était juste moi individuellement que je suis allé à l'autre université faire un stage. OK. OK, d'accord. C'est bien, c'est super. Merci. Merci à vous. J'avais une question pour toi. En fait, c'est parce que tu sembles dire à la fin, puis ça, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris. Tu sembles dire que les TDE et les QPE avaient des petits trous noirs, Oui, mais, mais aussi tu disais qu'il y avait quand même il y avait des noyaux très brillants. oui. Je trouve que c'est comme une contradiction. J'aurais pensé que s'il y avait eu un petit trou noir, il y aura moins de matière qui serait comme portée à s'engouffrer dans le trou noir. Euh, Ouais. oui, je comprends. Euh, donc, c'était ici que je disais qu'il y avait des trous noirs sous-massifs, mais c'est vrai que si le trou noir est- était vraiment, vraiment moins massif, il attirerait moins les étoiles, mais euh, je dis que c'est un trou noir peu massif, mais on parle quand même d'environ quelques millions de fois la masse de notre Soleil. Donc, c'est quand même très, très, très massif et ça n'a aucune misère à attirer des étoiles vers lui. C'est juste qu'en comparaison à des trous noirs de d'autres galaxies, c'est, ils sont un petit peu moins massifs. Puis la raison pourquoi c'est, ça se produit dans des galaxies qui ont des petits trous noirs, ces événements-là, c'est que si le trou noir est trop massif, ben, ça, il va comme tout cacher l'explosion de l'étoile, la déchirure de l'étoile à cause de l'horizon des événements du trou noir. Donc, dès que l'étoile, elle va commencer à se déchirer, elle va déjà être disparue dans le trou noir. Ah, OK. Ouais, OK. Ben, ouais, OK, mettons, ça fait du sens. Autrement dit, c'est que si ton trou noir est petit, il y a beaucoup de matière qui veut rentrer, ben, elle n'est pas toute capable de rentrer. Euh, c'est moins qu'il n'est pas tout capable de rentrer, mais que ça va y prendre plus de temps. Ouais, Donc, on va c'est avoir ça. le temps de la voir. Ouais, C'est ça. ouais, Tandis que le gros trou noir, ben, lui, il va tout avaler ça, puis tu n'auras pas le temps de rien voir. Là. exactement. Ah, peux-tu, j'aurais pas vu ça de même. Mm. Bon sang. Oui, Euh, En fait, j'aurais été porté à penser là, que les QPA
euh, ça pourrait pas aussi être dû à la matière du disque d'accrétion qui serait aggloméré là, ou qui serait en vibration de façon périodique et Oui, puis finalement qui procéderait vers le trou noir de façon justement par à-coup, en fait, de façon périodique. Est-ce que c'est aussi oui, une possibilité? oui. C'était la première des trois théories. C'était C'était ça. c'était éliminé. Ouais, c'était vraiment une bonne idée. C'est une des trois théories principales. C'est des agglomérations dans le disque d'accrétion et que ça se produit par à-coup au lieu d'être continu. Puis, ben, dans le fond, ma recherche de cet été, ça l'a montré que c'était sûrement pas cette possibilité-là, par contre, parce que euh, il semble y avoir un lien avec des TDE et ce modèle-là n'a pas besoin d'avoir un lien avec les TDE. Donc, c'est la seule raison, mais sinon, ça aurait été une très bonne explication, oui. OK, ouais. Merci. De vrai? Une question, la perturbation dans les TDE occasionnée par les étoiles qui viennent comme passer à travers le disque d'accrétion, Oui. est-ce que vous étiez capable de déterminer qu'il y avait effectivement une étoile qui passait ou qu'il y avait. Comment est-ce que vous faisiez pour déterminer qu'il y avait cette perturbation-là faite par une étoile? C'est parce que vous étiez capable de la détecter, l'étoile qui était en orbite autour. Non, on n'est pas encore capable de dire si c'est lequel des deux modèles à droite en ce moment, si c'est une étoile qui se fait déchirer ou si c'est une étoile qui frappe dans un disque d'accrétion, parce que on n'a juste pas encore assez des bons télescopes, mais c'est ce qu'on espère faire avec des observatoires d'ondes gravitationnelles qui, eux, seraient capables de nous dire si c'est vraiment une étoile qui orbite le trou noir central ou une étoile qui se fait déchirer par le trou noir central, que c'est beaucoup plus précis que des télescopes ordinaires. Mais que vous soyez capable de dire que c'est une étoile qui crée la perturbation, Ouais. vous C'est, arrivez à cette conclusion-là de quelle manière? c'est juste, il y a plein de gens qui font des modèles informatiques d'un trou noir avec un disque d'accrétion, puis ils essayent des choses pour voir qu'est-ce qui créerait des Ah, rayons X dans ce cas-là. Donc, il y en a qui ont essayé, puis ils ont trouvé que si on met une étoile qui orbite le trou noir, ben, ça produit le bon effet. Mais c'est un peu par essai-erreur, mais c'est des essais justifiés, là, mais c'est des modèles théoriques. On n'est pas certain encore que c'est ça. C'est un moyen d'expliquer les QPE. Ouais. dans le fond, c'est ça. Je pense que je comprends. En faisant un modèle, tu regardes si le modèle colle avec ce qu'on voit. Et si ça colle, ben, tu dis, ben, lui, il a des bonnes chances. Si ça colle jamais, comme le premier cas, ben, tu dis, ça peut pas être ça. Bon. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est le fun, la recherche. Ouais. Regarde, il y a un Ouais, micro, là. c'est super. Ah Oui. bon? En arrière J'ai de trouvé toi. ça bien intéressant. Je trouvais ça le fun. OK, gars, Olivier, Un petit peu. Demande-lui s'il t'entend avec ça. tu m'entends-tu? Ouais. On parle beaucoup des trous noirs avec les QPE, tout ça. Mais les trous noirs, dans tes recherches, vous autres, êtes-vous rendus à ouais, faire des études sur c'est quoi le trou noir? C'est Euh, quoi, c'est l'énergie, tout, là, parce que ça reste mystérieux, ces trous noirs-là. non. Moi, je m'intéressais vraiment plus à ce qui se produit autour des trous noirs. Je ne me suis pas intéressé exactement aux trous noirs encore. Parce que c'est vrai que c'est un sujet très, très, très compliqué, là. Mais non, on s'est juste dit, on va regarder ce qu'il y a autour sans trop chercher à comprendre comment que le trou noir lui-même il fonctionne. Et merci. Mais le trou noir, Majella, c'est créé par des étoiles massives qui se sont écrasées et qui ont fait des supernovas. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont si gros que ça? C'est parce qu'il y en a un méchant paquet. Et de toute façon, ça, je ne suis pas sûr que le monde comprenne encore pourquoi que les trous noirs dans le centre des galaxies
peuvent, peuvent avoir des masses de plusieurs millions de soleils. Oui. On sait comment un trou noir peut se créer, mais on ne sait toujours pas comment il peut y avoir des trous noirs qui ont réussi à grossir autant que certains trous noirs qu'on observe. Il y en a qui vont jusqu'à une dizaine de milliards de fois la masse du Soleil, là. C'est c'est vraiment fou. Ça n'englobe pas les galaxies, ça va englober des étoiles. Puis à un moment donné, deux galaxies peuvent se fusionner. Les trous noirs vont possiblement se fusionner aussi. Ils vont grossir. En tout cas, il va falloir inviter quelqu'un qui va nous parler des trous noirs. Oui, En fait, ces galaxies-là, finalement, ça fait partie de ce qu'on appelle les galaxies actives. oui, Donc, le trou noir central bouffe toujours des étoiles. oui, D'ailleurs, exactement. ce qui fait qu'un trou noir devient si gros, c'est qu'il a juste bouffé trop d'étoiles. Puis, avec le temps, il ne peut que devenir de plus en plus gros, finalement, tant que la galaxie est active. Hein. Oui, mais c'est juste que même en regardant les galaxies qui mangent le plus d'étoiles par année, si on prend ce rythme d'étoiles-là qui mangent, on n'est toujours pas capable de comprendre comment ils ont pu grossir assez vite pour atteindre des masses aussi énormes que ça. Même en mangeant des centaines d'étoiles par année, ils ne devraient pas grossir autant que les plus gros trous noirs qu'on observe. C'est ça la question. Ouais, là, surtout les galaxies les plus vieilles, là, Mhm. c'est c'est le mystère que le James Webb Telescope là, nous amène présentement. Là, hein. Ouais, T'as du travail à faire, hein? ouais. Ah, mais c'est ça qui est le fun. Il y aura une question ici. Une question. Il y aura une Oui. question ici, Olivier. Dans ton troisième modèle stellaire, la question, la Euh, masse stellaire, c'est quoi exactement? C'est un mini trou noir ou c'est une étoile en formation? Ça peut être soit une étoile, soit un mini trou noir. C'est, on sait que c'est un objet qui a environ la masse de notre Soleil, mais ça n'a pas trop d'importance si c'est une étoile ou un trou noir. Ça peut être un des deux. Ça pourrait être une grosse planète, n'importe Périodicité, quoi. rappelle-nous déjà la périodicité de l'émission de rayons X. Oui, Euh, je vais revenir. Oui. Ça dépend, dans le fond, de la galaxie qu'on observe, mais c'est de l'ordre de quelques heures. Donc, c'était environ 9 heures que ça se produisait. là, J'aurais peut-être une autre. à chaque fois, le disque est décroché. J'ai mal entendu, désolé. J'imagine que ça, la périodicité, ben, c'est comme à chaque fois que la masse stellaire perce le disque, Oui, exactement. c'est excessivement rapide, non? Oui, et c'est très rapide, mais parce que on a un trou noir super massif au centre, puis qu'on est proche de ce trou noir-là, Oui, les orbites sont vraiment très rapides. oui. C'est le même principe que les planètes qui sont super proches de notre système solaire, ils tournent plus vite autour. Oui, Ben, exactement, oui. c'est ça. Ça donne une idée de comment ça peut. OK, merci. De rien. Juste une autre petite question. Euh, Tu dis que tu faisais pas de différence à savoir si c'était un mini trou noir ou une étoile. Ouais. Mais si c'était un ou l'autre, mettons que c'est une étoile, ça n'aura pas les mêmes effets que si c'est un mini trou noir. Ça ne se comporterait pas de la même façon. Ça n'aurait pas les mêmes conséquences localement là, où il est situé. Localement, si on était très proche, effectivement, il y aurait des différences parce que le trou noir, il va absorber du gaz aussi, puis il y aurait des petites différences. Mais pour nous qui sommes très loin de ce qui se passe, il n'y a pas de différence discernable. OK. On n'est pas capable
de voir la différence entre si c'est une étoile ou si c'est un petit trou noir. Peut-être que dans le futur, dans une cinquantaine d'années, on va avoir des instruments assez bons pour pouvoir voir une différence, mais pas en ce moment. D'accord. Oui, Ouais, ben, en fait, je me ferai un peu l'avocat du diable, là. Je trouve que la troisième hypothèse est peu plausible parce que s'il s'agit d'une étoile, comme on y a montré, là, qui orbite autour du trou noir de même en dehors du disque, oui, euh, il y a très peu de probabilité pour que cette orbite-là soit circulaire. effectivement. Si l'orbite est elliptique, à ce moment-là, ben, la traversée là, la traversée du disque va se faire avec deux périodes différentes, en fait, avec c'est-à-dire même période, mais je veux dire deux sous-périodes différentes, en fait. Ça serait, On n'observe pas ça, là. ça serait possible, mais ça peut être elliptique, mais que chaque côté de l'ellipse ait la même grosseur un peu Ouais, mais là, du ça disque d'accrétion. prend un Donc, moyen hasard là, d'avoir une ellipse comme ça, là. Tu sais, oui, c'est pas mais singulier, là. c'est vrai, mais aussi, c'est pas exactement tout le temps la même période. Comme ça peut être à chaque 9 heures, mais ça peut être 9 heures, 8 heures, 10 heures. Ça peut changer un petit peu. Donc, ça pourrait être ça. Puis, on n'en a pas observé tant que ça non plus. On en a juste observé 9 à date. Donc, ça serait encore possible que par hasard, l'orbite serait ça. Mais c'est vrai que Moi, c'est en tout cas. ouais, c'est Parce vrai que là, que c'est une des possibilités que. ça signifierait quand même toutes des orbites circulaires. Ouais, Mais bonne chance quand même. merci. Enfin, deux questions concernant les deux modèles. Bon, les deux modèles finalement qui vous intéressent le plus. Oui. Euh, est-ce que les modèles prédisent une certaine longévité des phénomènes différents, dans le sens que dans un cas, on verrait peut-être le phénomène disparaître plus rapidement que dans l'autre cas? Euh, non, la seule chose que les modèles visent à expliquer, c'est le fait que les QPE, ben, les éruptions de rayons X, ils se produisent, puis on sait qu'ils peuvent disparaître. Mais la longévité de combien de temps que ça prend avant qu'ils disparaissent, ça, c'est moins quelque chose que on ne le connaît pas encore exactement le temps que ça prend à disparaître parce que on l'a pas observé les QPE qui disparaissent dans toutes les QPE qu'on a observées dans le fond. Il y en a que depuis 2019 qu'on voit et qui ont toujours pas arrêté. Mais il y en a qu'on a vu qui ont arrêté, qui ont recommencé. Donc, on sait juste qu'il faut qu'ils puissent arrêter, mais on ne sait pas après combien de temps qu'ils devraient arrêter. Donc, par exemple, le modèle du centre, on sait que sa longévité, c'est juste un nombre de fois qu'il va passer, que l'étoile va passer près du trou noir parce qu'elle perd un petit peu de masse à chaque fois. Donc, éventuellement, il ne va plus rien rester. Puis, la longévité de celui à droite, c'est que le disque d'accrétion, il faut qu'il soit causé par un TDE qui est apparu préalablement parce qu'il faut que le disque d'accrétion il puisse disparaître pour que l'étoile ou le petit trou noir qui frappe dedans puisse ne plus frapper dans quelque chose. Donc ça arrêterait de produire des rayons X éventuellement. Et c'est C'est ça. d'une certaine manière, indirectement, ce que vous avez fait, c'est grâce à la morphologie des galaxies, vous pouvez déterminer un peu, bon, la présence ou pas. Fait que c'est souvent le même dans le monde de l'astrophysique. C'est souvent au niveau statistique Ouais. donc, si on est capable de déterminer la probabilité que le phénomène perdure ou, bref, tu peux quasiment déterminer le pourcentage de ce qu'on devrait retrouver sur l'ensemble des galaxies. Fait que dans un cas, tu en trouverais plus que dans l'autre cas ou une chose comme ça. Fait que ça pourrait peut-être aider à définir le phénomène en question. C'est pour ça que je posais la question. Ouais, ça serait très intéressant à faire dans quelques années quand on va avoir
beaucoup plus de QPE de Ouais. découverte, là, vu qu'on en a juste 9 en ce moment, c'est difficile, mais c'est très intéressant, oui. Puis dans le dernier, ça va être ma dernière, j'avais dit j'avais 2 sous-questions, fait que c'est ma dernière portion. Le dernier modèle, justement, qui utilise l'orbite là, d'un objet, d'un tiers là, Ouais. qui circule autour, est-ce que le phénomène correspond à la simple présence du côté du disque d'accrétion ou c'est à chaque passage? Autrement dit, est-ce que ça correspond à quand il passe puis qu'il disparaît ou c'est juste à chaque présence, tout simplement? Est-ce que ça arrive 2 fois dans un cycle ou ça arrive seulement à un moment de la période là, C'est 2 fois. C'est vraiment à chaque fois qu'il passe au travers du disque. Peu Donc, importe le sens. OK. aussi, je viens d'y repenser juste tantôt, mais tantôt pour répondre à la question pourquoi que la période, c'est pas 2 sous-périodes, ça pourrait être que l'orbite de l'étoile ou du petit trou noir, c'est juste que quand elle repasse et puis dans le disque d'accrétion, qu'elle passe juste une fois assez près du trou noir central pour être dans le disque d'accrétion. Donc, c'est pas obligatoire que l'orbite, les 2 fois quand elle rentre dans le disque puis quand elle revient, que les 2 fois, ça soit à la même distance du trou noir. Donc, ça pourrait partir de super loin, passer dans le disque d'accrétion, puis retourner super loin. Donc, juste passer une fois par cycle. Donc, je pense que c'est à chaque fois que ça passe dans le disque d'accrétion que ça va émettre de la lumière, mais c'est pas nécessaire qu'il passe 2 fois par cycle dans le Ouais, disque d'accrétion. ça a plus de bon sens. Là, Ouais. tu viens de te récupérer. Là, on s'entend, c'est un phénomène sur quelques heures. Là. Ouais, Ça roule. ouais, vraiment. Proche d'un trou noir, ça roule. Mais il y a aussi la possibilité de que le modèle 2 là, de toute façon, avec une orbite elliptique, même s'il n'y a pas de disque d'accrétion préexistant, euh, donc l'effet de marée se fait sentir seulement au périgée, là, Ouais, ouais, noir, au péritrou. ouais, Alors, à ce moment-là, puis, il n'y a rien qui empêche que, c'est ça, une fois que l'étoile est toute consommée, bon, là, on tombe tranquille pour un secousse, puis que là, l'autre période, c'est peut-être une autre étoile qui vient faire son ouais, tour. ouais. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore c'est lequel des 2 modèles qu'il Mhm. faut continuer de les étudier de manière différente parce que les 2 modèles peuvent expliquer les QPE en ce moment, là. Ça fait du bon sens. Mhm. Ouais. D'autres questions dans la salle? D'autres questions sur Zoom? Alors, une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, je te remercie, Olivier. Ça a été extrêmement intéressant. On a vu le nombre de questions. C'est sûr que ça a bien marché. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant Et de vous on va partager ce que j'ai souhaiter fait. d'autres belles recherches pour venir nous présenter ça, là, parce que je sais que tu avais un autre sujet aussi, peut-être, qui était d'intérêt là, sur les quasars, c'est ça? Ouais, ce que je vous ai présenté ce soir, c'est ce que j'ai fait cet été, mais c'était un sujet complètement différent l'été Oui. d'avant, là. Ouais. On en reparlera, voir si toi, tu as le temps, puis si nous autres, c'est ça, si on est capable de se trouver une plage horaire pour toi, là, je pense que ça serait. Bon, Euh, merci. merci et félicitations. Et c'est ça, là, il est quasiment 8 heures. Alors, tout à l'heure, après la pause, il y a M. Tewksbury là, qui va nous faire une présentation sur ces images de l'hémisphère sud. Je me demandais bien c'était qui ça, Patrick Tewksbury. Shrewsbury. Patrick Dufour. C'est parce qu'il vient de déménager à Tewksbury. J'ai allumé après, là, mais. Fait que c'est ça. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va aller à la pause. Jean-Marc est en train de nous faire du bon café. Puis je ne sais pas, il a acheté quelque chose pour qu'on puisse y goûter en même temps. Là.
Alors, chez vous, bien, c'est ça. Faites-vous un café et des biscuits, puis c'est ça qu'on va faire ici. On se revoit à 8h15, puis on va commencer avec Patrick. Et par la suite, ben, ça va être les nouvelles du mois avec Raymond. Et on va finir avec moi, avec le planétarium. J'ai des choses nouvelles à vous montrer dans le planétarium. Alors, le Club Mars. Ah, la planète. Ça fait un bout de temps qu'elle est là. Ben ouais. Alors, il y a aussi la comète. Il y a une comète dans le ciel. Hein? Donc, on va Ouais. dans le planétarium. Je vais vous la montrer. Où on va être capable, à quel moment qu'on va être capable de la voir. Et ben, c'est ça. Donc, apparemment qu'elle est en train de quand même, hein, Patrick, tu me diras si je me trompe, mais les prévisions nous la donnaient comme très brillante, puis on dirait que ça semble vouloir se concrétiser là, quand même, là, cette prévision-là. Pour l'instant, Sylvain, moi, pas d'accord. pour l'instant, ça semble que oui. C'est toujours embêtant avec les comètes, là. Fait que, Non, mais il y en a qui disent qu'ils la voient déjà à l'œil nu. oui, pire, effectivement, elle est déjà visible à l'œil nu. La seule chose, les commentaires qu'on a, c'est à quel point elle est spectaculaire ou non, là. Ouais, mais là, elle n'est pas passée proche du soleil encore. Là. Exact. Elle est presque à son plus près du soleil. Donc, ça veut dire qu'elle va se mettre à chauffer, elle va se mettre à avoir pas mal plus de gaz. Et en tout cas, ben, j'ai bien hâte d'avoir. Il faut toujours attendre le retour du passage. Le retour après Oui, le parce que passage des au fois, soleil. ça se passe pas bien. Bon, mais c'est bon. Fait qu'on se revoit tantôt. Merci tout le monde. On va mettre une pause sur la vidéo.